Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de La Pointe Vilain Move. Alors en Guadeloupe, comme ailleurs, la jeunesse entre dans le monde du travail avec donc des rêves, des ambitions et également des défis. Donc parmi les plus silencieux mais pourtant bien présents, on va retrouver donc la santé mentale. Entre pression sociale, précarité, surcharge émotionnelle et parfois isolement professionnel, les jeunes Guadeloupéens sont confrontés à des réalités qui peuvent fragiliser leur équilibre psychologique. Or, dans une société où le travail est souvent perçu comme une preuve de force, de résilience, parler du mal-être reste tabou. Mais alors, les jeunes actifs en Guadeloupe sont-ils suffisamment conscients des enjeux liés à la santé mentale? Et surtout, que peuvent-ils faire concrètement pour eux-mêmes et pour leurs collègues quand ils ne vont pas bien? À travers cette interview, nous ouvrirons le dialogue sans filtre sur le bien-être mental des jeunes dans le monde professionnel guadeloupéen. Ce sujet est aussi urgent que nécessaire. Pour répondre à ces problématiques, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau, parmi nous, Valérie Ranelli Verger-Desprez, qui est infirmière en santé mentale depuis 16 ans. Elle est également secouriste en santé mentale, répondante au 3114, donc qui est le numéro national de prévention du suicide, ainsi que formatrice régionale spécialisée dans l'évaluation, l'orientation et la prévention du suicide. À ses côtés, Noélie Alvarade, psychologue du travail, formatrice et fondatrice du cabinet Anoé Conseil, un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la promotion de la santé mentale, de qualité de vie et de conditions de travail. Elle accompagne au quotidien les jeunes, les professionnels et les structures à mieux comprendre les enjeux de bien-être psychologique et des parcours professionnels. Et enfin, nous accueillons donc Camille Boyko, qui est une étudiante guadeloupéenne en alternance, qui partage avec nous son vécu de jeune active entre études, insertion professionnelle et équilibre personnel. À travers son témoignage, elle nous aidera à mieux comprendre les réalités que vivent les jeunes face aux pressions, à la charge mentale et parfois à l'isolement que peut engendrer le monde du travail. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Valérie, on va commencer par toi. Vous êtes en première ligne depuis 15 ans. Pourquoi dit-on que la santé mentale est encore un tabou, notamment en entreprise? Alors, moi, je ne travaille pas en entreprise, je suis en institution. Je pense que la santé mentale est un tabou parce que les gens sont démunis face à la douleur. Ils savent pas comment se comporter. Ils ont ce regard fuyant et cette crainte de mal faire. On est aussi dans une société où on est entre une société traditionnelle et occidentale. Le traditionnel est souvent fondé sur la sorcellerie, sur du mal qu'on a fait à leurs enfants, dans cet ancrage-là, et du coup, ça fait barrière à la prise en charge. Très bien. Et donc Noélie, en tant que psychologue et formatrice, avez-vous vu une évolution dans la prise en compte de ce sujet en Guadeloupe? Alors, effectivement, il y a une forte évolution puisque en tant que formatrice en premier secours en santé mentale, je me rends compte que les sessions de formation se remplissent de plus en plus. Alors, je me rends compte que les sessions de formation se remplissent de plus en plus et puis les demandes parviennent, que ce soit au niveau des entreprises privées, des structures publiques, des collectivités, il y a vraiment un engouement. Il y a un engouement et puis les personnes viennent déjà d'elles-mêmes parce qu'elles souhaitent être vigilantes pour leur propre santé mentale ou alors parce qu'elles ont un proche en souffrance, donc elles veulent savoir comment faire. Et puis, j'ai quand même vu une recrudescence au niveau du secteur médico-social. Donc ces personnes sont souvent en première ligne, donc j'ai des demandes de structures qui souhaitent justement non seulement former ces personnes qui accueillent, mais aussi les usagers. Donc il y a vraiment un engouement collectif, notamment aussi au niveau de la vulgarisation, puisque cette année, puis depuis l'an dernier, mais un peu plus cette année, il y a pas mal de séminaires, villages santé, voilà, il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour que la population puisse décloisonner finalement ce savoir. On passe d'un savoir isolé appartenant avant à l'EPSM et maintenant de plus en plus le PSM fait des actions on va dire pas en contrepartie. Alors le PSM fait des actions avec le concours des politiques. On a même des associations, on va dire, culturelles et religieuses qui s'y mettent. Il y a vraiment un engouement collectif, vraiment. Et donc c'est une bonne chose.
Mais bien sûr, c'est une très bonne chose pour la population, pour que ce soit les jeunes et les moins jeunes. Donc, ça permet vraiment de faire rentrer, on va dire, la santé mentale dans toutes les sphères de la société. Puisque ce que je n'ai pas dit, c'est aussi que l'éducation nationale également s'intéresse à la santé mentale. Donc, on y va de l'enfance à l'âge adulte, que ce soit sur les sujets de la parentalité, de l'orientation scolaire. Aujourd'hui, il y a vraiment un engouement collectif. Super. Et c'est quoi exactement la formation PSSM ? Alors, la formation premier secours en santé mentale, c'est un peu le pendant des premiers secours physiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de former tout adulte, peu importe, on va dire, son secteur d'activité, qu'il travaille ou pas, à pouvoir engendrer des connaissances générales sur les problématiques de santé mentale qu'on retrouve le plus, à savoir les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles liés à la consommation de substances ou encore les troubles psychotiques, mais aussi les situations de crise, telles que les crises suicidaires notamment, ou encore la crise d'angoisse. Et c'est vraiment comment réagir, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas dire, et vraiment comment orienter sans contraindre, comment écouter sans juger, comment être là sans s'épuiser pour l'autre. C'est vraiment ce qui est démontré à travers une méthode, donc une méthode via un plan d'action, pour que ces personnes puissent se sentir structurées. D'ailleurs, c'est aussi leur mot parce qu'en fait, ils viennent parce qu'ils se rendent bien compte que la bonne volonté ne suffit plus. Il faut être outillé. Donc voilà. Et quels sont les signaux d'alerte en fait dans ce cas de figure qu'on doit prendre en considération? Donc la question est pour vous toutes les deux. Quand la situation se produit, tout simplement. Alors, il y a plusieurs types en fonction de que la personne soit psychotique ou qu'elle ait des idées suicidaires ou qu'elle ait un trouble anxieux, ce qu'on appelle un TAG, un trouble anxieux généralisé. En fonction des profils, l'aide varie. En tout cas, pour ma part, ce qui est important de noter, c'est que quelqu'un qui dit « je ne dors pas », quelqu'un qui a des troubles du sommeil, on sait que les troubles du sommeil aboutissent, quand ce n'est pas traité, à une anxiété. Une anxiété qui se généralise, c'est la porte ouverte à une dépression. Une dépression qui pointe le bout de son nez, c'est la porte ouverte aussi à des idées suicidaires. C'est une chaîne en cascade et qu'il faut rompre, je pense, en dormant bien, en instillant un sommeil correct. On régénère le corps et du coup, on rompt, si vous voulez, le processus qui se met en place et qui laisse la porte ouverte à un crescendo, on va dire, aux idées suicidaires. Il faut rompre. Et pour moi, le sommeil, c'est la base. D'accord. Je rejoins Valérie dans l'idée que le sommeil est vraiment un signe que l'on retrouve de manière constante dans toutes les problématiques de santé mentale, notamment aussi l'augmentation de la consommation d'alcool et de drogue qu'on reprend à chaque fois pour toutes les problématiques de santé mentale. Mais là, on va mettre l'accent, c'est vraiment dans le repérage des changements. Et ce que je dis aux gens, pour savoir à quel moment mon collègue, ma voisine, mon enfant, mon voisin va moins bien, il faut savoir comment il va quand il va bien. Et c'est là où ça met l'accent sur est-ce que je connais mon prochain? Est-ce que je m'intéresse suffisamment à lui pour justement identifier ces fameux changements dans son comportement, ces changements dans ses émotions, ces changements dans sa manière de penser et l'impact que ça a vraiment dans toutes les sphères de sa vie. Et la durée aussi. Donc on va être sur ça, l'intensité des changements, l'impact et la durée justement de ces souffrances auxquelles les personnes peuvent faire face, puisque finalement ce qui va à l'encontre justement comment je pourrais dire, de la prévention, de l'aide qu'on peut apporter, c'est le silence dans lequel les personnes sont souvent contraintes, soit s'auto-contraignent aussi. Et donc l'idée, c'est apprendre à poser les bonnes questions. D'accord. Voilà. Mais dans l'idée, tout le monde peut être atteint donc d'une problématique de santé mentale. C'est on n'est pas d'office, on n'a pas de pathologie qui nous
destinent à avoir des problèmes par la suite de santé mentale. Alors, il faut quand même savoir que chacun, des fois on l'ignore, on a une vulnérabilité ou pas. Oui. Et cette vulnérabilité peut émerger face à des situations. Ça peut être un traumatisme, ça peut être la consommation de toxiques qui fasse émerger la vulnérabilité. Ça peut être un accident de la voie publique qui fait émerger la vulnérabilité. On ignore nos passifs, on ne les sait pas. En tout cas, comme on les ignore, il faut éviter de se mettre en difficulté, notamment pour la consommation de toxiques qui pourrait faire émerger une pathologie mentale. Dans la société dans laquelle nous vivons actuellement, soit en Guadeloupe, on va dire que le rhum, et c'est vraiment, est-ce que pour nos jeunes, donc entre 18 et 25 ans, on sait très bien que c'est là où la débauche commence, moi la première, voilà. Est-ce que ça peut être donc l'une des raisons principales qui crée chez nos jeunes du coup cette détresse psychologique? Alors, tu veux y aller? Vas-y. Je pense que la détresse psychologique existe déjà. Ok. Et si vous voulez, le rhum est là pour tasser cette détresse. Ok. D'accord? C'est la consommation d'alcool est un peu l'expression du mal-être et tasser ce mal-être qui est là et qui sommeille. Et l'objectif, en tout cas, c'est d'aider ces personnes à verbaliser, à savoir véritablement, parce que des fois, elles ne savent pas qu'elles vont pas bien. Ok. En fait, c'est purement inconscient. C'est en menant un entretien, en menant une discussion, en orientant la discussion, en donnant un panel de possibilités, surtout les jeunes, parce qu'ils ne savent pas vraiment, ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent pas quoi, et en disant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et là, ils ciblent. Il faut vraiment, et c'est aussi notre travail, de mener un entretien avec l'idée d'avoir un départ et d'arriver à un autre point. Et pour les jeunes particulièrement, parce qu'ils s'ignorent, ils se découvrent, ils sont en train de grandir, l'objectif vraiment, c'est de comprendre pourquoi tu en es là aujourd'hui. Ils l'ignorent et nous, à travers l'entretien, à travers la communication qu'on met en place avec ces personnes, on leur apprend à comprendre pourquoi ils en sont là aujourd'hui, pourquoi ils consomment de l'alcool, parce qu'au final, il y a eu, je sais pas, moi je dis tout n'importe quoi, un traumatisme sexuel qu'il a mis de côté. Il a souffert de maltraitance antérieurement et il a décidé d'avancer. Mais d'avancer comment? Il avance, oui, il fait des petites choses, mais la souffrance, elle est là, elle est juste tassée et la consommation d'alcool l'aide à encore la tasser. D'accord. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose, puisqu'effectivement, je la rejoins dans l'idée que la consommation d'alcool anesthésie la souffrance. Et notamment les jeunes travailleurs, on le retrouve souvent dans l'alcoolisation massive, le week-end, souvent lié justement aux conditions de travail qui sont difficiles. Donc ça passe par une sorte de fuite au travers justement des sorties, des conduites à risque, la vitesse, derrière la vitesse, derrière les accidents, il y a souvent l'alcool, la fatigue, il y a la surcharge de travail et ça on ne le dit pas. Je trouve qu'on ne fait pas assez le lien. C'est ça. Et c'est vrai que moi quand je travaille en permanence psychologique en structure, souvent les jeunes que je vois, c'est des jeunes qui sont en désillusion par rapport au monde du travail, en lien avec finalement leurs études. Ils se rendent compte de l'incohérence. Et donc, il y a comme une fatalité, une résignation, puisque le monde du travail, il y a une rareté de l'emploi. Et donc, voilà, j'anesthésie tout ça pour me permettre justement de continuer à avancer, comme disait Valérie. Je me robotise. Et donc, le week-end, je me dis, je suis à 100 à l'heure et ça me permet de tenir la semaine. Et parfois, c'est même pas une histoire de tenir la semaine. On tient peut-être 2 jours sans alcool, mais on sort mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Enfin, voilà. C'est ce que j'ai pu observer comme utilité de l'usage de l'alcool. Je parle des jeunes, mais c'est aussi le cas chez les moins jeunes. Ouais, tout à fait. En tant que jeune en alternance, est-ce que tu aurais déjà vécu, ressenti ce genre de choses, tout simplement? De signaux. Oui. Du coup, alors les troubles du sommeil, non, parce que j'ai pas trop de soucis au niveau de ça. Par contre, la perte de cheveux, oui, à cause du stress. Et je sais que j'ai pas mal de collègues aussi qui sont en alternance, qui ont eu aussi beaucoup de perte de cheveux, mais elles, vraiment des trous carrément dans la tête à cause du stress et de l'intensité du travail.
Parce qu'il commande là, il se s'arrache. Dès qu'on passe une brosse, par exemple, les cheveux vont partir facilement. Et qu'est-ce que vous avez comme outil pour vous accompagner quand vous vous sentez un peu en détresse comme ça? Alors, dans notre enseigne, en tout cas, il n'y en a pas. Donc, non, on n'a rien. Hein. Après, on va à la pharmacie et on demandera un médicament pour éviter la chute de cheveux. Mais le stress, du coup, il va toujours rester là par rapport au travail. Totalement. C'est intéressant ce qu'elle dit, ça me donne envie de rebondir parce que c'est aussi ce que je transmets au travers de PSSM, c'est que le secouriste en santé mentale, il permet justement de prendre du recul par rapport à ça. Souvent, les personnes viennent avec des plaintes physiques. J'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, et puis ils repartent avec Efferalgan, Spasfon, Doliprane. Et la problématique, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Il faut changer la cause. Mais est-ce que... Alors, imaginons, on prend un cas de figure, tu as mal au ventre, mal à la tête, perte de cheveux, et puis on dira du mal à t'endormir le soir. Tu vas chez ton médecin traitant et tu repars avec des médicaments. Est-ce que vous pensez que dans le corps médical, c'est d'office intégrer cette formation PSSM? Est-ce que c'est d'office mis dans les parcours médicaux? Je ne sais pas du tout, je pose la question. Ou est-ce qu'il faut absolument choisir de s'y intéresser et d'aller dans ce sens? Parce que ici, on est un profil psychologue et c'est votre métier directement. Donc voilà, est-ce qu'un médecin traitant a d'office cette formation-là ou il doit s'y intéresser pour pouvoir au mieux traiter en fait ses patients? Alors les médecins traitants n'ont pas d'office cette formation-là. Les médecins traitants, ce sont des généralistes, donc ils sont formés à la généralité. Et le PSSM est, si vous voulez, orienté vers la maladie mentale. Et le PSSM, de manière générale, est ouvert à tous. Donc ils devraient peut-être s'y intéresser. Après, je pense que leur formation aussi initiale leur permet de prescrire et d'orienter vers les services spécifiques en santé mentale tels que les centres médico-psychologiques, pour les jeunes, la maison des ados, pour les moins jeunes, les CMP pour enfants. Il y a des structures qui existent sur le territoire et ils ne sont pas, je pense, obligés de se former à cette formation, mais en tout cas orientés vers les structures qui existent parce que le traitement c'est bon, c'est une béquille, mais pas que. Il y a la béquille psychologique, il y a l'accompagnement social parce que souvent quand on somatise, ça peut être une problématique d'argent qui génère l'anxiété, donc il faut un accompagnement psychologique, un accompagnement social. Donc ces structures-là, les CMP, dans les CMP, il y a le personnel adapté qui pourrait aiguiller, aider et étayer. D'accord. Alors, moi, je serais d'avis à ce qu'un maximum de personnes, peu importe leur profession, puissent s'y former, notamment les médecins généralistes, puisque pour moi, ce sont ceux qui sont en première ligne. Et pour en avoir expérimenté sur le territoire, j'ai pu identifier le fait qu'étant donné que nous sommes en pénurie, les consultations sont de plus en plus écourtées. C'est vrai. Et donc du coup, même quand j'en parle avec les secouristes que je forme, on s'accorde tous sur l'idée que certains médecins accueillent en disant « Alors, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui ?» Et donc on a l'impression qu'on va soi-même faire son autoprescription, on va pouvoir demander ce qu'on veut, clairement. Et donc du coup, faire cette formation-là, ça permettrait justement d'avoir une autre posture et ça permettrait aussi les prescriptions trop rapides. Trop rapides parce que les médecins généralistes, effectivement, Valérie le disait, ils ont cette capacité à prescrire et peut-être qu'on prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques trop rapidement. Peut-être que ça nécessite d'avoir un diagnostic et c'est un psychiatre qui peut mettre que le diagnostic, c'est pas un médecin généraliste. Et je pense que beaucoup peut-être de nos compatriotes, et puis même au niveau national, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont chez le médecin traitant pour renouveler une prescription d'antidépresseurs, d'anti-anxiolytiques, sans pour autant bénéficier d'une psychothérapie et qui n'ont même pas eu de diagnostic réel. Et je pense que, ne serait-ce que pour ça, ils devraient également faire cette formation. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter sur cette première partie? C'est bon?